Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, que demander clairement à Pau avec Madame Fatoumata Sako, dite Gina, présidente de la plateforme Défendons le Mali. Madame Sako, bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur Dissa. Merci pour l'invitation. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci une fois de plus. Nous sommes également avec M. Adama Ben Diarra, surnommé Ben le Cerveau, activiste, porte-parole du mouvement On a tout compris. M. Diarra, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Africable. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Notre troisième invité est M. Nouhoum Sarr, président du parti FAD, Front africain pour le développement. M. Sarr, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Et enfin, M. Alpha Cissé est notre quatrième invité. Il est média entraîneur spécialiste en média training et coaching en image des hommes politiques. M. Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. M. Sarr, dites-nous, pour beaucoup de gens, cette invitation à Pau est plutôt une convocation. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Un penseur disait que lorsque le passé n'éclaire pas l'avenir, les esprits marchent dans les ténèbres. Le passé récent du Mali, c'est lorsqu'en 2013, une horde de djihadistes déferlait sur Bamako. Les autorités légitimes d'alors ont jugé nécessaire de faire appel à une aide extérieure. Cet appel a été entendu le plus rapidement possible par l'ex-puissance coloniale, la France, qui est venue à travers une opération Serval, qui était honnêtement une opération salvatrice, qui a permis de stopper ces djihadistes, ces narco-djihadistes qui déferlaient sur Bamako à partir de Konna. Cette opération fut couronnée de succès. Le peuple malien était très heureux à son temps, et comme nous sommes un peuple de reconnaissants, beaucoup d'enfants ont été baptisés François Hollande Damien Boiteux, le premier soldat français qui a été tué à Konna. Et cette opération s'est poursuivie. Gao a été libéré, Tombouctou a été libéré, Anefis a été libéré. Arrivé à Kidal, l'armée française, sur les instructions de la politique française, a jugé qu'il fallait stopper l'armée malienne là et que l'armée malienne ne pouvait pas rentrer à Kidal. Cela a été très mal perçu parce que pour nous, nous étions conscients de l'état de notre armée qui, compte tenu des forces en présence, ne pouvait pas seule mener cette mission qui consistait à recouvrer l'ensemble du territoire. Et beaucoup de Maliens ont été surpris en ce moment. Et on a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a à Kidal? Qu'est-ce qui se passe à Kidal? Pourquoi la politique française, pourquoi le gouvernement français ne veut pas que l'armée malienne rentre à Kidal? Pourquoi on ne veut pas que la souveraineté du Mali s'exerce à Kidal? Et je pense que ça a été le point de départ de la contestation de la politique française dans notre pays. Et cette situation s'est poursuivie. Le jeu trouble et troublant de l'ex-puissance coloniale a commencé à faire face. Les Maliens se sont rendus compte en ce moment que la France, quand je parle de la France, je ne parle pas du peuple français, je parle des dirigeants français, sont en connivence avec les mouvements séparatistes et les mouvements narco-djihadistes. Et après l'opération Serval, le MNLA, qui ne représentait pas une force politique, qui ne représentait pas une force sociale, qui ne représentait pas une force diplomatique, a été remis en selle. On est allé, la plupart des responsables du MNLA étaient réfugiés à Ouagadougou et en Mauritanie.
On est allé les chercher. On les a amenés à Kidal, dans les fourgonnettes de Serval. On a suscité une coalition avec le HUA, les narcoterroristes. Et il y a eu la naissance de la CEMA. Donc on a fabriqué un interlocuteur à l'État du Mali. Et on a demandé, il faut négocier avec ces gens. Chose qui a donné naissance aux accords issus du processus d'Alger. Ce que les Maliens n'ont pas compris, n'ont pas accepté, c'est que l'ex-puissance coloniale qui a connu les mêmes situations que le Mali, parce qu'en France, en Corse, il y a une revendication territoriale autonomiste. Pourquoi la France, le gouvernement français, n'a pas négocié avec les Corses? Pourquoi on demande au Mali de négocier avec les séparatistes du MNLA sans même qu'ils ne déposent les armes? Et finalement, les Maliens ne comprennent pas. Donc, et ce sont nos dirigeants, en fait, les dirigeants des 5 pays du Sahel qui sont invités en France. C'est un double jeu. Et pour beaucoup, M. Sarr, pour beaucoup, cette invitation, alors finalement, dans la forme, fait que c'est plutôt une convocation et non une invitation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, mais bien sûr, il est important de faire la genèse des faits. Justement, pour arriver. Pour moi, on était carrément quand même au terme de cette genèse. Pour arriver à cette convocation. Aujourd'hui, la politique française, les dirigeants français sont exacerbés par le sentiment antipolitique français dans le Sahel. C'est un sentiment vérifiable, palpable, c'est visible, c'est physique aujourd'hui. Ils sont exacerbés par ça jusqu'à ce que ça suscite des interrogations. On est allé jusqu'à faire intervenir des militaires, parce que quiconque connaît l'armée française, les militaires ne communiquent pas. Donc, le président Macron, parce que le malheur de la France, honnêtement, aujourd'hui, c'est d'avoir un président comme Emmanuel Macron, qui n'a pas la mesure réelle des choses, a cru bon de convoquer, parce que les termes avec lesquels il s'est exprimé, c'est une convocation, ce n'est pas une invitation. Il a dit, je veux des clarifications, j'exige des clarifications, autrement dit, en français facile, hein, c'est j'exige des clarifications. Et cela a ajouté à ce sentiment qui malheureusement est en train de s'accroître au jour le jour. Maintenant, de là à penser qu'il y a un sentiment anti-français au Sahel, ça, ce n'est pas vrai. Les chefs d'État du G5 Sahel ont été convoqués et il existe aujourd'hui incontestablement un besoin pressant de clarification sur la situation de Kidal, de clarification de la position de la politique française vis-à-vis des séparatistes et narco-djihadistes, de clarification bien évidemment des visées de l'ex-puissance coloniale, parce que, il faut le dire, en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts. La France n'est pas venue aider le Mali pour les beaux yeux du Sahel, pour les beaux yeux des Sahéliens. Il y a des intérêts. Donc les peuples en ont marre qu'on les prenne pour des idiots. D'accord. On aura certainement le temps de revenir sur ces derniers points, M. Sarr. M. Cissé, certains chefs d'État auraient appris via les médias qu'ils sont invités les 16 à Pau. Est-ce possible ça? Merci Dissa. D'abord, qu'il me soit permis de saluer la mémoire des militaires, de tous les militaires maliens et étrangers tombés sur ces sols bénis du Mali. Vous savez, la mort est très pénible. La mort est même trop pénible. Surtout, je pense que tout le monde le sait, dans notre cosmogonie. Donc, c'est un moment de recueillement, un moment de retrouvailles, un moment d'union sacrée où je dirais toutes les contradictions, sans distinction aucune, doivent se mettre en veilleuse ou même carrément se taire pour qu'on puisse s'occuper et sauver l'essentiel qu'est le Mali. Vous savez, chacun a le droit de donner son opinion. Mais analysons de manière froide cette situation. Convocation, invitation et même injonction, si vous voulez,
pour moi, tous ces mots me laissent moins enthousiaste. Moi, je parle des faits. Dans les faits, les chefs d'État du Sahel n'ont pas été convoqués. Dans les faits, les chefs d'État sahéliens n'ont pas été convoqués. Macron a parlé avec chaque chef d'État. C'est une information que je donne, hein. Ce n'est pas une opinion. Et Macron a envoyé un courrier, une lettre, avec tout le respect et toute la considération à chaque chef d'État, à nos valeureux chefs d'État, courageux chefs d'État. Mais moi, je vois la chose autrement, sur un point de vue communicationnel. Vous m'avez présenté comme médiatrice. Je me pose la question, oui, on est fâché par rapport à la forme, il nous a conviés, il nous a convoqués, il nous a invités. Mais non, il faut qu'on se pose les vraies questions. Pourquoi Macron a parlé? Il a parlé où? Comment? Et à qui il a parlé? Ouais, mais justement, dans les faits, nous avons appris. On a vu Macron. Il ne faut pas apprendre, monsieur Dissa. Il faut me dire les faits. S'il vous plaît, j'ai dit dans les faits, nous avons appris de Macron que nos responsables, que nos chefs d'État sont invités en France. Pourquoi les dire lors d'une conférence de presse? Il y a beaucoup d'invitations sans que cela soit. C'est ça, je viens. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi terminer. Okay. Il faut que je pose clairement ma question. Parce qu'on est vraiment dans la clarification ce soir, que tout soit clarifié. Alors, j'ai clarifié ma question. Dans les faits, nous avons appris que nos chefs d'État sont invités en France, les 16 à Pau précisément, lors d'une conférence de presse. Ça, c'est les faits. Alors, pourquoi procéder de cette façon? Il y a eu beaucoup d'invitations à l'endroit de ces chefs d'État, alors que nous n'avons pas appris. Mais pourquoi les dire lors d'une conférence de presse? Que veut Macron, justement, M. Cissé? Encore, je reviens aux faits. Monsieur Dissa, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la communication est un facteur important, et très important. Nos chefs d'État nous parlent à leur peuple, et Macron parle à son peuple. Macron a été élu par les Français et non par les pays sahéliens. Il faut que cela soit clair. Et Macron, dans les faits, est confronté à deux problèmes. Un premier problème, c'est son peuple. Son peuple est révolté, il y a eu mort d'hommes dans le Sahel, au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, dans les pays sahéliens, le drapeau français est brûlé. On prône même l'instabilité à travers, pour dire, bon, on veut le départ des Français, des troupes étrangères. Alors Macron, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Dans mon imagination, l'équipe de com de Macron dit, bon, écoute, parle à ton peuple. Donc Macron, il tape sur la table pour dire, écoutez, les chefs d'État africains, venez, on va discuter, on va clarifier les choses par rapport à... Entre-temps, Macron lui-même se clarifie, se justifie à son peuple. Parce que Macron a été élu par les Français. Alors, est-ce qu'on puisse dire, les Français partaient, on est en colère, on en a ras-le-bol, ou bien que les Français disent ça? Alors finalement, M. Macron serait en train de bluffer son peuple? Non. Non. Non, parce que Macron va voir ses amis présidents africains pour parler franchement. Et Macron, il n'a pas dit que ça. Macron a dit, à chaque fois que je rencontre, à chaque fois dans mes tête-à-tête, dans nos tête-à-tête avec les chefs d'État français, ils ont été clairs. Il l'a dit. Donc maintenant, c'est une façon politique d'aviser, d'informer les peuples pour dire voilà ce qui va se passer dans les jours à venir. Il faut que cela soit clair. Donc on ne se fâche pas pour rien. D'accord. Gardons notre énergie par rapport au Mali et non par rapport à la France. Merci, Monsieur Cissé, Monsieur Diarra, ou bien je vais dire Monsieur Ben le cerveau. Rapidement, qu'est-ce que je veux dire? Monsieur Diarra ou Monsieur Ben le cerveau? Ben le cerveau. Ok, d'accord. Ben le cerveau, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Alors, dans les faits toujours, nos présidents, quand ils vont arriver à Pau,
Alors, ils vont devoir clarifier leur position en demandant à la France et à la communauté internationale ce qu'ils veulent. Que nous demandions à la France, c'est ce que nous entendons de la France, nous comprenons bien ça. Mais c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi est-ce à M. Macron que nous, nos dirigeants, doivent dire ce qu'ils attendent de la communauté internationale? Pourquoi à M. Macron, nous devons nous clarifier par rapport à la communauté internationale? Voilà, donc je crois que par rapport à tout cela, nous retenons fondamentalement que le paternalisme français persiste. Parce que depuis la création de ce cadre institutionnel de coopération militaire et de développement économique qui est les E5 Sahel, donc depuis la création de cela en février 2014, la France a été à l'origine proposée ces cadres-là aux 5 pays du Sahel. Donc partant de ce fait, la France s'est donné une place de paternaliste par rapport à la gestion du Sahel. Parce que depuis, à ne pas ignorer que depuis fort longtemps, la France est dans cette démarche. Ce programme, cette loi a été votée en France depuis le 10 janvier 1957, la loi OCRS. Et les fondamentaux n'ont pas changé. C'est pourquoi vous retrouverez l'intervention militaire française un autre 10 janvier 2013, soit 56 ans jour pour jour que la France est revenue. C'est comme pour dire organisation commune des régions sahariennes, tentative de mainmise française sur les Sahara. Et que 56 ans après, on les retrouve. Donc pour moi, la France tient à cet espace-là pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, des ressources naturelles immensément importantes. Et pour tout cela, la France s'est donné cette posture. Et ce qui est très grave surtout, c'est quoi? C'est que nos chefs d'État ont cédé à cette politique impérialiste française. Parce que même quand il y a à chaque renouvellement du mandat de l'aménagement et autres, c'est la France qui est le parrain de ces pays du Sahel. Donc ce qui est malheureux, c'est cela. Et la France ne peut pas être notre problème et qu'au retour, nous prenons la France comme la solution. Donc c'est pourquoi j'ai dit, en 2013, vous pouvez retrouver l'interview du Premier ministre d'alors, il y a M. Django Sissoko, qui dit que nous avions demandé à la France un appui aérien et non des troupes au sol. Mais la France avait son agenda de ce temps-là qui était un peu souterrain, mais avec au fil du temps qui est aujourd'hui plus que visible. Donc depuis ces moments, les autorités se sont trompées pour moi dans le choix du partenaire. Parce que connaissant la France, connaissant son mode opératoire et tout, ses ambitions, son attirance par rapport à cet espace-là, à cette zone-là, immensément stratégique pour elle. Donc je crois qu'on aurait dû, dès le départ, on n'aurait pas dû se tourner vers la France. Oui, mais est-ce qu'au Mali, nous avons la possibilité alors d'avoir un autre partenaire, genre une porte d'entrée alors sur la communauté internationale? Finalement, c'est comme ça que ça se passe? Voilà, je crois que les relations bilatérales sont ouvertes et elles sont basées fondamentalement sur les intérêts. Mais ce type de partenariat que la France propose, pour moi, ne résout pas notre situation. Mais au contraire, on a eu à faire des partenariats avec d'autres pays. Et aujourd'hui, le Mali en tant que tel, sinon les pays du Sahel peuvent trouver d'autres partenaires qui peuvent être sincères dans la collaboration et dans la recherche de leur intérêt, ils peuvent avoir au moins des raisons gardées. Mais pour nous adresser à la communauté internationale, pourquoi c'est à la France que nous devons le faire d'abord? Voilà, c'est ce que j'ai dit, puisque nos autorités se sont mis dans cette posture devant la France. Donc ils ont tout abandonné à la France, comme si c'est la France qui est notre gardien. Donc c'est pourquoi Macron demande qu'on clarifie notre position vis-à-vis de la France, mais également vis-à-vis des forces étrangères, parce que vis-à-vis de la communauté internationale, parce que c'est la France qui a été le parrain du Mali par rapport à ça, et voilà. D'accord, merci Ben le cerveau. Madame Sako, Oui, alors, Monsieur Macron parle de sentiments anti-français. Les pensez-vous aussi? Et merci Monsieur Dissa pour cette question. Je voudrais d'abord rappeler le contexte donc de l'invitation, convocation entre guillemets, qui
est en train de diviser les Maliens et qui fait couler beaucoup d'encre dans toutes les capitales sous-régionales. Il faut se rappeler que cette annonce a été faite en marge du 70e anniversaire donc, de l'OTAN, où Macron sortait d'une rencontre très houleuse avec Donald Trump, parce que le même Macron avait fait des déclarations sur l'OTAN, non seulement disant qu'elle était obsolète, mais aussi qu'elle était en état de mort cérébrale. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il avait des problèmes non seulement avec Donald Trump, mais avec le président turc. Et il est sorti vraiment d'une rencontre assez difficile et où on lui disait, bon, c'est vrai que tu es là, tu es donneur de leçons, mais là où tes propres troupes sont engagées, tu as des problèmes là-bas où on brûle des drapeaux français, où on veut chasser les Français, on parle de boycott des produits français. Donc l'annonce a été faite dans ces conditions. C'est pour ça, quand M. Cissé a parlé de fait et de contexte, il faut retenir que cela est important. Et le choix de Pau aussi n'est pas anodin. Il faut se rappeler que les 7 militaires, parmi les 13 qui ont été tués dans la collision accidentelle alors qu'ils combattaient les djihadistes, 7 viennent du régiment d'hélicoptères de Pau. Et il y a un sentiment, excusez-moi, je suis grippé, de non-reconnaissance de ces familles-là. M. Cissé a fait allusion à la mort. La mort est douloureuse. Moi, je profite de l'occasion pour m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie depuis le début de cette guerre qui nous est imposée. Et Macron ne peut pas convoquer nos chefs d'État parce que ce sont ses homologues et ces chefs d'État sont présidents de pays souverains. Il ne peut donc pas les convoquer. Peut-être que sur le fond, sur la forme, il s'y est pris maladroitement parce que beaucoup ont parlé de discourtoisie, mais sur le fond, et il est nécessaire aujourd'hui, même pour le Mali, que nous clarifions et que nous déterminions les termes de cette coopération-là. Et moi, je ne vais pas aller sur le questionnaire de Kidal, parce que c'est dans le fil conducteur, mais il est impératif aujourd'hui que les présidents africains, donc qui sont convoqués du G5 Sahel, surtout le nôtre, le président El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, aussi en clarifiant donc la position du Mali, demande à M. Macron de clarifier la position de la France par rapport à Kidal. Cela est un impératif. D'accord, maintenant pour revenir au sentiment anti-français. Et je dirais qu'il n'y a pas de... Il y a un sentiment anti-français depuis quelque temps et qui est attisé et entretenu par certains hommes politiques, alors que nous savons tous la vérité. Mon petit frère Ben vient de le dire, que nous considérons la France comme une gardienne, mais c'est tout simplement que nous sommes une ancienne colonie française. C'est pour cela que nous nous appuyons sur la France. Elle est notre modèle. Elle est notre modèle de démocratie. Elle est notre premier appui. Et ce n'est pas par hasard que, en 2013, moi j'étais membre du FDR alors, le FDR n'a pas arrêté de demander à ce que la communauté internationale fasse intervenir les troupes ici. La MINUSMA, elle n'est pas française. Elle est là sous mandat de l'ONU. Barkhane, elle est là sous mandat de l'ONU. C'est pour ça que M. Macron se permet, parce qu'à l'ONU, la France défend aussi les intérêts du Mali. Mais n'oublions pas une chose. La France, d'ailleurs, lors de l'hommage rendu aux militaires qui ont été tués, Florence Parly, qui est la ministre des Armées, a dit ceci. Elle a dit, ils sont morts pour la France. C'est une formule consacrée, certes. Mais M. Emmanuel Macron est venu ajouter que ils sont morts en défendant les intérêts des Français. N'oublions pas, quand ils sont là, quand Barkhane combat au Mali ici, c'est pour protéger une bande. C'est la bande sahélo-saharienne. Nous savons tout ce qui s'y passe. Et le président Ibeka a l'habitude de dire que le Mali est une digue. Si elle rompt, l'Europe sera submergée. C'est ça qui est la réalité des faits. Nous l'avons tous dit, nous sommes tous unanimes là-dessus. Les grandes nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais nous avons des amis français. La politique française n'est pas représentative de tous les Français et surtout de ceux qui vivent sur les sols des pays
des 5 pays dont les présidents sont conviés. Alors justement, Madame Sako, le sentiment qui nous anime, est-il un sentiment anti-français tout court ou un sentiment anti-politique française? Moi, je vois ça comme un sentiment contre la politique française appliquée aujourd'hui. Et la politique et l'État sont étant des continuités. J'en veux plus à Nicolas Sarkozy parce que nous souffrons de quoi aujourd'hui? Nous souffrons des conséquences de l'invasion de la Libye. Nous souffrons de cette invasion-là. C'est ce qui a amené les problèmes au Mali. Et il faut le reconnaître. Et c'est le sentiment anti-politique française qui est en train de dévier en sentiment anti-français et très dangereux. Je pense que nous avons tous des amis françaises, nous avons tous des familles en France, nous avons des liens avec les Français et ils nous le rendent bien. Et moi, je suis politique. Vous m'avez présenté comme président d'une plateforme. Je suis la première vice-présidente. Je vous en prie, voilà. Madame Sako, je ne vous je voulais le dire parce que je suis politique. En fait, je vous en prie. Je vous en prie. En fait, sur Facebook, sur notre plateforme d'annonce, j'ai bel et bien mentionné votre appartenance à un parti politique, mais nous avons été saisis par ces partis politiques et nous ne voudrons vraiment pas faire de ce lieu. S'il vous plaît, madame. Non, je le dis, étant politique. N'en parlons vraiment pas. Non, je vais parler de politique. Étant politique, parti en question, je vous en prie. Je tiens à dire fermement que il faudra que les hommes politiques maliens, surtout les leaders, les présidents de partis, soient cohérents et conséquents sur cette question. Il faudra qu'ils expliquent aux gens pourquoi eux, les leaders, je dis les présidents de partis, ne viennent pas sur vos plateaux ici pour dénoncer la politique française. Ils le font faire par des jeunes, mais ils sont là à rencontrer la communauté et les ambassadeurs de ces pays tous les jours et à leur faire et à leur jouer du violoncelle. Et au même moment, ils font sortir les jeunes dans la rue pour dire de brûler les drapeaux français. Par contre, je suis fondamentalement contre le fait de brûler les drapeaux français parce que ça ne sert à rien. Merci, Madame Sako. Monsieur Sarr, alors, sentiment anti-français, sentiment anti-politique française, comment nous sortir d'affaires? Bon, Robert, vraiment, il convient de clarifier beaucoup de choses. Allons-y. Nos chefs d'État ont été convoqués. Nous avons vu que des journalistes de service ont commencé à mettre un peu partout qu'ils ont reçu. C'est le président du Burkina Faso qui a affirmé à la face du monde qu'il a appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc le président du Burkina Faso a menti, connaissant bien l'entourage de l'actuel chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ils auraient publié la lettre d'invitation. Il faut nous publier cette lettre-là. Donc, aucune tension au niveau de l'OTAN ne peut justifier une insulte. Aucune mort. La mort est douloureuse. Hein? La France a perdu 13 soldats en novembre, au mois de novembre. Le Mali a perdu 113. Toutes les morts sont douloureuses. Aucune mort ne peut justifier des insultes vis-à-vis d'un peuple. Quand on convoque des dirigeants, quand on se comporte en paternaliste, quand on insulte toute une nation, aucune mort ne peut justifier cela. Quelle est l'injure adressée à la nation malienne? Mais quand vous convoquez, quel que soit ce qu'on puisse dire, Ibeka, c'est le fait de l'histoire, malgré qu'il conduit le pays à l'abîme, est le chef de l'État aujourd'hui. Quand on le convoque, comme Macron vient de le faire, quand on le somme, quand on l'intime, quand on lui donne des ordres, eh bien c'est une insulte vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis de nos institutions. Ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est un fait. Maintenant, ma grande sœur a dit que les hommes politiques... Moi, je suis président d'un parti politique. Hein, et je donne mon point de vue par rapport à la politique française dans mon pays. Je suis opposé à cette politique qui est en train de poser les bases de la partition de notre pays. Et aucun mal, nous sommes aujourd'hui dans une partition de fait. Pour aller à Kidal, il faut avoir un visa. Le visa, c'est quoi? Soit vous avez des liens avec les séparatistes présents à Kidal, soit vous êtes soutenu par la MINUSMA, soit vous payez de l'argent. Ça, ce sont les réalités historiques qui sont là. Nous sommes dans une partition de fait, mais ce qui est aussi réel, les Maliens n'ont pas accepté, ils ne l'accepteront pas.
Ça, c'est aujourd'hui la vérité. Et maintenant, parlant de ce Donc, sentiment, donc, le sentiment, parce que c'est important, est-ce que c'est un sentiment anti-français tout court ou un sentiment anti-politique française? Vous savez, j'ai été l'une des premières personnes à dire sur Renouveau TV et sur ma page Facebook qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Alors, la France, c'est un grand peuple. Comment expliquer en ce moment le fait, par exemple, pour nous, sentiment. Par exemple, de brûler les drapeaux français. Est-ce que là, c'est la politique française qu'on brûle, ou c'est vraiment les symboles du peuple français qu'on est en train de brûler, M. Sarr? Il y a un sentiment anti-politique française. Les décisions prises par le leadership français sont aujourd'hui en train de mettre le feu dans le Sahel. Tous les attentats se préparent dans le sanctuaire de Kidal. Ce sont des réalités incontestables. Donc, vous savez, partout il y a des extrêmes, il y a des extrémistes. Je condamne le fait de brûler le drapeau de quelque pays que ce soit. Cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas malien, ce n'est pas acceptable. Nous condamnons cela. Mais il est impératif de poser les bonnes questions. Et vous savez, hein, les hommes d'honneur ne s'éloignent jamais de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que dans le septentrion du Mali, le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Drian, a dit que les Touaregs sont nos amis. Et en termes clairs, ça veut dire que les autres Maliens ne sont pas nos amis. Nous allons nous occuper des Touaregs, nous allons les aider. Que s'est-il passé? On a formé ce groupuscule qui ne représente aucune force politique ni morale. On leur a mis dans la tête qu'ils sont les seuls blancs à être dirigés par des noirs, et on leur a dit: venez de Libye, venez d'un peu partout, nous allons vous permettre de créer votre État et vous allez être autonome. L'opération Serval, l'animal Serval, c'est quoi? C'est un animal qui marque son territoire. Et pour qui connaît le fonctionnement des armées, les noms d'opérations militaires ne se donnent pas au hasard. Et quand l'opération Serval a été mise en place, on a compris, l'ex-puissance coloniale a compris, que ni les Soreilles, ni les Peuls de Gabero, ni les Bambara de Bambara Maoudi n'accepteront pas d'être soumis à une domination touareg, n'accepteront pas la suprématie touareg. Et quand je parle de touareg, je ne parle pas de tous les touaregs, je parle de cette minorité ifogas, esclavagiste, féodaliste et surtout raciste, qui aujourd'hui a pris l'ensemble de la communauté touareg et du Nord en otage. C'est ça la vérité historique. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français, il y a un sentiment anti-politique française qu'il convient de circonscrire parce que ça risque d'aller loin. D'accord. Et nous ne souhaitons pas cela. Le peuple malien et le peuple français sont des peuples liés. Il y a 75 000 Français d'origine malienne qui vivent en France. Donc on ne peut pas couper le cordon ombilical de cette façon-là. D'accord. Mais il est important que la politique française se mette le plus rapidement possible aux côtés des forces légitimes maliennes pour rentrer dans la ville malienne de Kidal et pour recouvrer l'ensemble du territoire national. Si la France, la politique française ne le fait pas, ce sentiment va aller en s'amplifiant et ça risque de déborder et de donner lieu à des situations dramatiques que personne ne souhaite. Merci M. Sarr. M. Cissé, une politique française bien accueillie en 2013, M. Sarr l'avait dit plus tôt, très très bien accueillie. Alors, des François Hollande sont nés au Mali, des Damien Boiteux, la France a applaudi et 6 ans après, hostile, les Maliens sont hostiles finalement à la politique française. Pour beaucoup de gens, est-ce qu'il ne s'était pas mieux plutôt pour M. Macron alors de clarifier plutôt la position de la France au Mali? Justement, moi je me dis que c'est une occasion, une opportunité donnée à nos chefs d'État aussi de dire la vérité et toute la vérité. Peut-être que cette rencontre pourrait être, je dirais, une bonne occasion pour finir carrément avec le terrorisme, pour lutter définitivement contre le terrorisme. Donc, restons optimistes sans être naïfs. Je viens. Il n'y a pas un sentiment anti-français, encore moins un sentiment anti-politique française. OK? Il y a un sentiment de frustration.
il y a un sentiment d'être sous-informé, parce qu'on n'est pas informé en réalité. C'est l'opinion. Vous savez, surtout au Mali, on a tendance à parler et parler sur quelque chose dont on ignore carrément les tenants et les aboutissants. Mais on parle avec précision. Ça, c'est au Mali. Ça, c'est au Mali qu'on voit ça. Ah, bon, on m'a dit, hein, moi, on m'a téléphoné. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous faites allusion à l'info ici. J'arrive. Moi, je parlerai plutôt d'une manipulation d'opinion. Il y a certains qui pensent se battre contre le néocolonialisme. Et souvent, et malheureusement, utilisent l'information et la mauvaise information pour diviser les gens. Et j'ai peur plutôt d'un sentiment anti-malien par les Maliens eux-mêmes. Mais c'est vrai. Expliquez-nous. C'est vrai. Oui, les Touaregs sont leurs amis. Les Touaregs sont des Maliens. Il n'y a pas autre Malien en fait. Les Touaregs, Bambara, qu'on soit Soreille ou Tamashek, on est tous Maliens. Il n'y a pas de Touareg et autres Maliens. Vous savez, le nom Takuba a fait polémique. Et cela, pour moi, ne doit pas faire l'objet d'une polémique, je dirais, frigide. Takuba, chez moi, en Soreille, ça veut dire sabre. Chez d'autres communautés, ça veut dire sabre. Donc, il ne faut pas opposer les communautés parce qu'on a donné un tel ou tel nom. C'est vrai, on doit ajuster, on doit revenir sur certaines choses pour clarifier les choses. Et je pense que l'opportunité est donnée cette fois-ci pour clarifier tout ça. Encore une fois, il n'y a pas de sentiment anti-français. Vous avez parlé de la communauté internationale. Pourquoi on s'adresse à la France? Je ne suis pas un défendeur de la France. Le Mali est toute ma vie et toute ma passion. Je me battrai pour le Mali, même s'il faut mon sang. Mais je vais vous dire une chose, n'oublions pas encore les faits. Moi, je suis avec les faits. Monsieur Macron, quelques jours, quand il a été élu, après quelques jours, il est venu au Mali pour se joindre au travail collectif de ses pairs du Sahel, du G5 Sahel. Il est parti voir ses troupes au niveau de Gao, quelques jours juste après. Macron nous a défendus par rapport à chez la Chine, chez l'Europe. Et il ne faut pas oublier que pour intervenir, pour faire l'intervention en 2013, l'intervention Serval, il a fallu le hockey du Conseil de sécurité au niveau de l'ONU. Il faut regarder la résolution 2085 qui donne la légalité internationale et toute la légitimité à Serval de pouvoir faire ces opérations. Et je pense que c'est difficile d'établir que la France est notre ennemi, puisque nous combattons côte à côte contre le terrorisme. Mais justement, M. Cissé, en invitant quand même les dirigeants des 5 pays du Sahel à Pau, est-ce que l'un des objectifs pour M. Macron ne serait pas de faire taire justement ces sentiments que vous qualifiez autrement, mais lui-même, il utilise l'expression sentiment anti-français? Alors, est-ce que vous avez parlé avec Macron ou vous supposez? Non, c'est qu'il lui-même il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Macron ne peut pas faire la rencontre avant même la rencontre. Et je vous ai dit, hein, encore une fois... Je posais une question, j'ai dit, est-ce que l'un des objectifs ne serait pas, en fait, de faire taire ces sentiments-là? Je vous pose la question. Mais attendons la rencontre. Moi, je me dis, attendons la rencontre. Encore une fois, il faut qu'on soit clair. Vous savez, chaque pays a une culture. Si nous parlons aux autres en se disant, on nous écoute, et ils parlent à leur peuple en disant, les autres nous écoutent. J'arrive. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été invalide, c'est ça? En aucun moment, je dis bien en aucun moment, et ce n'est pas par manque de respect, encore une fois, c'est culturel. Macron a mentionné le nom d'Ibrahim Boubacar Keïta ou le nom du Mali. Il a dit Sahel. Ils sont morts au Sahel. Parce qu'il parle à son peuple. Et son peuple comprend plus ça que de dire ils sont morts au Mali pendant qu'on brûle le drapeau. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc tout ça c'est communicationnel.
C'est-à-dire, et moi, je me dis, au lieu de dire, on a été convié, on a été convoqué, on a été invité, mais pourquoi ne pas faire cette grande mobilisation autour de nos chefs d'État pour leur dire, nous voulons ça à Pau? On en parlera. On en parlera certainement, M. Cissé. Alors, Ben Le Cerveau, que vise en fait cette rencontre, cette invitation, appelez ça comme vous voulez, mais que vise M. Macron avec ça? Quels sont les objectifs qu'il cherche? Ok, les objectifs que Macron cherche, il y a eu un journaliste qui a eu à poser une question. Il demandait par rapport au ton et par rapport au caractère exigeant du discours de Macron. Macron dit que, comme Cissé l'a dit, il dit clairement qu'il se voit avec les présidents du Sahel et qu'ils ont déjà clarifié leur position. Mais maintenant, il y a un certain nombre de questions qu'il faut traiter avec rigueur et que ces présidents, ces chefs d'État retournent pour tenter de calmer la colère populaire. C'est de cela qu'il s'agit. Et cette colère populaire ne saurait être calmée parce que ces populations vivent la terreur par la politique impérialiste française, ça c'est très clair. 7 ans vous êtes là, presque 7 ans vous êtes là. Quel bilan? C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans les faits. Et je suis très loin de parler de sentiments, mais plutôt des raisonnements. Parce que je salue la vigilance de mon peuple et la clairvoyance de ce grand peuple-là. Depuis fort longtemps, c'est pourquoi les premières heures, on a été reconnaissant vis-à-vis des efforts, les premières interventions. Mais si vous faites un pas en avant, 10 pas en arrière, et les 1 pas en avant, vous souhaitez que ces 1 pas en avant soient salués, mais quand on dénonce les 10 pas en arrière, vous n'êtes pas content. Là, c'est 2 poids et 2 mesures, ça ne peut pas continuer. Il faudrait que Macron comprenne cela. Je crois qu'il n'a pas compris le peuple du Sahel, parce que le peuple du Sahel aujourd'hui, ces présidents qui sont là, sont contraints de suivre le peuple. Lui, il pense que c'est l'inverse, étant donné que les peuples sont déjà éclairés, les peuples sont mobilisés et ils veulent vivre, non seulement vivre, et aussi bien vivre. Donc c'est de cela qu'il s'agit pour nous. Est-ce que nos dirigeants, à leur retour, pourront faire taire ces revendications, ces mécontentements, sans peut-être nous priver en fait, de nos libertés les plus fondamentales, telles que nos libertés de penser, nos libertés d'opinion? Donc pour moi, ils ne pourront pas, parce que ces présidents ont déjà tenté, ces chefs d'État ont tenté dans leurs pays respectifs de calmer ces mobilisations patriotiques-là. Mais pour moi, rien ne saurait les arrêter. La seule chose qui pourra arrêter cela, c'est que la France aujourd'hui prépare son départ. Parce qu'après un tel échec flagrant, donc je me demande qu'est-ce que la France veut faire encore. Si de surcroît, elle demande encore de clarifications, donc ça veut dire que c'est un aveu d'incapacité. Ça veut dire que je suis là pendant 7 ans, mais jusqu'à présent, voilà, j'ai fait ce que je peux. Et au retour, le symbole, c'est le drapeau français. Pour moi, ce n'est pas le drapeau français qui est en train d'être brûlé dans ces pays du Sahel, mais plutôt le symbole d'une politique impérialiste. Et il faut que cela s'arrête. Sinon, on a beaucoup d'autres drapeaux qui sont respectés. Je connais ce peuple malien, mais je ne suis pas surpris quand Macron utilise ce ton, parce que notre président Ibrahim Boubacar Keïta il allait dire dans Jeune Afrique que nous sommes, quand on lui demandait par rapport aux manifestations contre la politique française au Mali, il a dit que ce sont des xénophobes. Et monsieur le ministre des Affaires étrangères, Tcheblin Dramé, a dit à la limite que ceux qui demandent le départ des forces étrangères doivent faire attention parce qu'ils ont la même demande que les terroristes. Donc, voilà ce que l'élite même qualifie de son peuple. Donc, pour moi, il est grand temps que le peuple se mobilise et que le peuple se prenne en charge. Parce qu'il y a la force armée, mais la force de défense va au-delà de l'armée. Donc maintenant, il s'agit de défendre la patrie comme stipulé dans l'article 22 de la Constitution. La défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens. Merci, Monsieur Ben Le Cerveau. Madame Sako, alors finalement, nos dirigeants, quand ils seront de retour, alors ils sont censés faire quoi au juste, selon vous? Et, Monsieur Dissa, moi je vois que vous avez déjà établi l'ordre du jour de la rencontre de Pau, et moi je ne l'ai pas.
Voilà, je ne suis pas devin non plus, mais j'espère bien que, je l'avais déjà dit, que nos chefs d'État saisiront cette occasion pour poser les vrais problèmes, pour demander une coopération bilatérale franche et sincère. Et le nôtre, qui est le président El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta, pèsera de tout son poids pour faire toute la lumière sur le statut de Kidal, qui est de ce fait, Madame Sako, je crois que quelque part, nous avons tous établi cet ordre du jour à Pau, mais on va pas développer ce côté-là. Mais en fait, j'ai une question quand même. Là, on peut vraiment le dire, sans établir l'ordre du jour, Madame. Qu'est-ce que nous voudrions demander à nos je parle de souhait et vous me dites, vous m'avez demandé ce que je souhaite. Voilà, et je vous parle de mon souhait. C'est de ça que je parlais. D'accord, allons-y. J'ai dit bien que je souhaite que... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le problème du Mali? C'est le statut de Kidal. Vous avez tous remarqué ici, et moi je suis fier parce que mon mouvement a été le premier à faire un communiqué pour demander à ce que M. Civilon soit déclaré persona non grata et chassé du Mali. Et j'ai appris que avec le communiqué du ministère des Affaires étrangères, qu'il l'avait appris sur les réseaux sociaux, ce qui est très grave. Quand un diplomate va jusqu'à dire à Kidal qu'il souhaite la bienvenue aux autorités du Mali, je trouve cela extrêmement grave. Et j'ai envoyé mon communiqué, tout n'a pas été lu, c'est ce que j'avais demandé. Donc aujourd'hui, plus que jamais, faire la lumière et toute la lumière et donner tous les éclaircissements sur le statut de Kidal est un problème existentiel pour le Mali. Moussar l'a rappelé au début, les troupes françaises sont venues, nous avons beaucoup d'homonymes de Damien Boiteux ici, paix à son âme. François Hollande a été accueilli, Papa Hollande, comme un messie. Et aujourd'hui, ils ont libéré les régions du Nord, arrivé à Kidal. Ils ont dit stop, qu'est-ce qu'il y a à Kidal, qu'est-ce qui se passe? Il faut que moi, mon souhait, je voudrais bien que le président Kaboré va poser les problèmes du Burkina et peut-être du G5 Sahel, et le président Issoufou fera de même. Mais moi, je souhaiterais que le président Ibeka pose les problèmes du Mali et surtout le statut de Kidal. Ceci dit, j'aimerais ajouter que cette communauté internationale dont on parle, l'Occident ne respecte les dirigeants que lorsqu'ils ont leur peuple avec eux. Ça, c'est de facto, c'est la femme politique qui parle. Quand on ira diviser, quand un peuple est divisé, on ne vous respecte pas. C'est simple, hein? Prenons l'exemple d'une famille. Et il y a un moment de faire de la politique, il y a un moment où il faut savoir raison garder, et il y a un moment aussi où il faut mettre le Mali, c'est-à-dire où il faut sauver l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de sauver le Mali, c'est de le mettre au-dessus de tout. Je voudrais aussi ajouter que, au risque d'être taxé de peau français, ça je m'en fous, parce que je ne le suis pas. Je voudrais dire que moi je crois fermement à l'engagement de Barkhane au Mali. Barkhane, c'est 4500 hommes depuis 2014. 44 ont déjà péri ici. Et c'est 750 millions d'euros que la France débourse pour la force Barkhane au Mali. Et n'oubliez pas qu'il y a des chômeurs en France. Ils payent des impôts aussi. Et donc, Emmanuel Macron est acculé aujourd'hui par son peuple et l'opposition et même sa majorité. Et il se doit de rendre des comptes à son peuple. Parce que imaginez que vous envoyez votre armée combattre ailleurs et que vous perdiez des hommes là-bas et que ce peuple ne compatit pas avec vous. Ça, je parle du cas humain tout simplement. Et je pense que cela est difficile à supporter. Donc, sachons raison garder et soyons unis derrière nos institutions pour cette invitation de Pau. Et je suis assez contente parce que depuis le début de l'émission, vous-même, monsieur Dissa, vous n'avez jamais parlé de convocation, mais d'invitation. Si vous revoyez l'émission, vous verrez bien que vous n'avez parlé que d'invitation. En fait, je suis toujours dans les faits, madame. Oui, c'est mieux. Je suis toujours dans les faits. C'est mieux d'être dans les faits. Et moi, je suis dans mon rôle de rester dans les faits. Et cela est très bien. D'accord, merci, madame. Monsieur Sarr, alors, qu'est-ce qu'il faut aller demander, et clairement,
et à la France et à la communauté internationale. On va encore rester dans les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de sentiment anti-malien ou sentiment anti-Touareg au Mali. Les ancêtres des Touaregs et nos ancêtres sont ceux-là qui se sont battus contre le colonialisme. Firoun a été tué par le colon, même si c'est un Ifogaz qui l'a tué, pour le compte du colon. Koumi Diossé, la résistance du Bélédoukou, a été tué par la faute de la colonisation. Donc il n'y a pas de sentiment anti-Touareg. Ceux qui ont pris les armes contre le Mali ne représentent pas les Touaregs. C'est un groupe de bandits venus de Libye, de Burkina Faso et de Mauritanie, à la solde de l'étranger, qui ont décidé de faire main basse sur la région malienne de Kidal. C'est ce que nous refusons. C'est de ce groupe, quand nous parlons de rebelles Touaregs, nous parlons de ce groupe-là. C'est ce groupe qui a chassé nos parents Touaregs. Nos parents Touaregs sont aujourd'hui réfugiés en Algérie, en Mauritanie, dans les camps de Mbera et un peu partout. Ils ne sont pas sur la terre malienne de Kidal. Les bandits qui ont fait cela, on a fait d'eux les interlocuteurs du Mali. C'est ce que nous refusons. On nous a contraints à négocier avec eux. Bon, je dis, c'est bien sûr la politique française qui a muselé nos autorités. Et bon, la politique française a fait cela avec l'appui de la communauté internationale. On a écrit un accord d'Alger. Quand vous écoutez les groupes armés, les représentants des groupes armés parler le français, vous vous rendez tous compte que ce n'est pas eux qui ont écrit ce document. Ce sont de grands cabinets à la solde de l'étranger, à la solde d'un projet, et qui a écrit cet accord. Et c'est ça la clarification qu'il faut apporter. Mais ce que je veux dire, on peut aller à Pau, on peut aller à Washington, on peut aller à Genève. Ça ne réglera pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confrontation féroce entre la légitimité factice, basée sur les élections, c'est-à-dire le chef d'État, son gouvernement, et la légitimité réelle, qui est basée sur le peuple. Et quelle que soit la situation, c'est la légitimité populaire qui sortira vainqueur de ce choc-là. Et ça, il faudra que la communauté internationale, on le comprend, la communauté internationale le comprenne. C'est extrêmement important. Donc, mais ce que je veux dire encore, c'est ce sentiment anti-politique française ne doit pas être de nature à dédouaner l'incompétence du régime actuel. Pendant 6 ans, oui, on n'a pas pu reconstruire l'armée nationale. Seulement, M. Sarr, moi je pense personnellement qu'on est en train de sortir un tout petit peu du cadre du débat. En fait, pour moi, la question elle est simple. Légitime, illégitime, légal, illégal, nous n'en sommes pas là, M. Sarr. Nous sommes où? Nous sommes en train de nous préparer à aller à Pau. Maintenant, une fois qu'on va arriver à Pau, la question est la suivante. Qu'est-ce que nous sommes censés demander et à la France et à la communauté internationale? Moi, je ne suis pas, moi, ce que j'ai demandé à la France, je le demande à Bamako. Je ne le demanderai pas à Pau. Nous avons demandé à ce que les troupes maliennes rentrent à Kidal. L'autorité légitime aille à Kidal. C'est ce que nous avons demandé. Mais il est important, vous dites que ce n'est pas le sujet, c'est plus que le sujet. Si aujourd'hui on parle de la France, on parle de troupes françaises sur le territoire malien, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas pu tenir notre territoire. Et ça, il y a des responsables. On ne peut pas faire fi de ça. D'accord. Aujourd'hui, on parle de départ des forces françaises, départ de la communauté internationale. Je suis conscient des enjeux. Nous avons toujours dit, l'état actuel de nos forces ne nous permet pas de faire face à l'adversaire. Les forces en présence, l'état actuel ne le permet pas. Aujourd'hui, nous ne nous voilons pas à la face, nous n'avons pas d'armée. C'est la vérité. Parce que pendant 6 ans, des gens ont été incapables de construire une armée. Ils ont adopté une loi de programmation militaire, 1230 milliards. C'est 2 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 75% du budget de l'armée égyptienne qui est la 13e armée du monde. C'est l'équivalent du budget de l'armée de 50%, de 70% du budget de l'armée pakistanaise qui est la 15e armée du monde. Sarah, donc vraiment, vous qu'on demande par exemple à Pau. Ce que je vous ai dit, moi je ne demanderai rien à Pau. Les Maliens ont demandé à ce que l'armée retourne à Kidal, à ce que l'administration retourne à Kidal. Donc, quand tu es chef d'État et que tu ne vas pas répéter ça là-bas,
c'est que tu es en déphasage avec ton peuple. Merci. Et tous les chefs d'État qui se sont mis en déphasage avec leur peuple sont sortis par la petite porte de l'histoire. Nous avons connu Blaise Compaoré, il est aujourd'hui réfugié à Abidjan. Merci, monsieur Sarr. Monsieur Cissé, que faut-il aller demander à Pau et à la France et à la communauté internationale, selon vous? J'arrive, je pense que je laisserai ces soins-là au chef d'État d'aller s'exprimer. Peut-être qu'au sortir d'ici, je ferai en toute responsabilité un petit courrier, une lettre, et cette fois-ci, ça ne va pas être une lettre ouverte qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, pour dire au président de la République, voilà ce que je souhaiterais que vous disiez là-bas. Par rapport à ce qu'on vient de dire, vous savez, tenons un débat en toute responsabilité. Et au moment où nous parlons tout de suite, peut-être qu'au sortir d'ici, on va aller au grain, on va aller dans un restaurant ou à la maison, pendant que nos frères soldats se battent, ils sont en train de se battre tout de suite. Et on est là en train de demander une victoire ou, je ne sais pas, une défaite. Hein? C'est-à-dire, on ne doit plus parler d'élection. Nous sommes en train de parler de la survie du Mali. C'est là extrêmement important. C'est là extrêmement important. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on tombe dans autre chose. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être soudés pour consolider les acquis. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit se mettre ensemble. Vous savez, on peut dire tous les mots qui peuvent plaire ou complaire, mais la réalité est une autre. La réalité est une autre chose. La réalité est là en face. Et nous avons besoin de l'accompagnement de la France et des forces étrangères pour combattre ces narcotrafiquants, ces djihadistes. Il faut que cela soit clair. Et tant qu'ils sont là, ils se battent à côté de nous, ils ne peuvent pas être nos ennemis. Parce qu'on se bat ensemble, nous tombons ensemble. Que cela soit clair. Et j'ai l'impression que souvent, soutenir le régime ou ne pas soutenir le régime détermine qu'on est malien ou plus malien que l'autre. Que cela cesse. Que cela cesse. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, à un moment donné, c'est l'union sacrée qui compte. À un moment donné, on doit bouter ce terrorisme hors de nos frontières. Je pense que parlons de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, je vais vous dire, c'est pas d'aller à Pau, taper sur la table ou casser un bras de Macron et on aura réussi. C'est pas comme ça. Et moi, je le dis, pour avoir séjourné un peu dans les veines de la diplomatie, je pense qu'il y a un style. Il y a un style qui pourrait résoudre les détours et les contours. Et quel serait ce style-là? Écoutez, attendons la rencontre le 16. D'accord, merci M. Cissé. Le cerveau, alors que souhaiteriez-vous que nos chefs d'État demandent à la France et à la communauté internationale? Voilà, d'abord par rapport à la forme, quand j'ai attendu le président Macron demander une rencontre avec le président du Sahel à Pau, j'avais pensé que c'était Pau du Burkina. Parce que c'est après que j'ai appris que c'est Pau de France, quoi. Donc quand j'ai compris cela, je me dis, bon, on va parler de la sécurité du Sahel, mais en France. Donc d'abord, la forme, même, voilà quoi, hostile, je suis hostile à la forme d'abord. Et par rapport à ce qu'on va demander, je crois qu'il s'agit là des peuples. Et il s'agit là de la souveraineté des pays du Sahel. Donc c'est une question extrêmement importante qu'il faut régler tout de suite. Comme Macron l'a dit, ça doit être plus que clarifié. Ça doit être tranché même pour moi. Les présidents doivent demander pour moi à Pau, dire à la France que ils vont retourner, ils vont consulter leur peuple à travers des assises nationales souveraines. Et ces assises-là doivent exclusivement avoir comme résolution le départ de la France. Parce que je sais que les présidents, ça va être difficile, comme Mme Sidibé l'a dit, ça va être extrêmement difficile pour les présidents de s'assumer, étant donné qu'ils sont en déphasage avec leur peuple. Donc, de ce point de vue, si la demande revient, si la demande vient du peuple, donc pour moi, ça serait la volonté populaire. Et là, le peuple peut accompagner les présidents
dans cette décision rigoureuse et cette décision salvatrice qui va être le départ de la France, parce qu'on ne peut pas être ennemi. Et le ministre français des Affaires étrangères Alain Juppé de 2012 dit qu'après une semaine après la tuerie de nos soldats à Aguelhok, dit que les MNLA a enregistré des succès éclatants. Et aujourd'hui, 13 soldats français meurent, on veut que je compatisse. Mais elle est où la logique? En toute sincérité, c'est de cela qu'il s'agit. Âme égale âme. On ne peut pas être partenaire et tenir de tels propos. Vous pouvez voir ce que le Français a dit à Kidal. C'est le même discours que les plus hautes autorités françaises. Ils reprennent à longueur de la journée. Et dans les faits, si on quitte les théories, dans les faits également, c'est dans le comportement de la France de tous les jours. Donc pour moi, le peuple a bien compris et le peuple sait qu'aujourd'hui, l'ennemi de l'extérieur, ça c'est la France. Et l'ennemi est identifié. Il faut que la France plie bagage. Ça, c'est le début de solution. Maintenant, la reconstruction pour mettre fin à la guerre et tourner vers d'autres partenaires qui seront dans un partenariat gagnant-gagnant au lieu du partenariat français tuant-gagnant. Donc pour nous, aujourd'hui, là, ça peut prendre un peu de temps, la reconstruction, mais soyons rassurés d'une seule chose, aucune option n'est sans conséquence. Mais il faut être dans l'intelligence pour comprendre qu'on doit se tourner vers une option moins dangereuse. Et cela, c'est bel et bien le départ pur et simple des forces françaises du Sahel. Mais une seconde option quand même qui était... Oui, monsieur Cissé. Entre-temps, il va combler le vide que la France va laisser. D'accord, vous aurez le temps de réagir par rapport à ça. Après, il y a quand même une autre option qui s'offre au peuple. Alors, d'ici à la rencontre, alors, nous, peuple du Sahel, qui voulons aider nos différents pays, qu'est-ce que nous sommes vraiment censés faire? En plus, par exemple, de l'Union à observer autour de nos dirigeants. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour les soutenir afin alors d'être réellement nos porte-parole? En toute sincérité, nous, notre objectif, ce n'est pas de soutenir les chefs d'État, en toute sincérité. Nous soutenons le peuple. Pour nous, il faut que, puisque c'est le peuple qui sont en train de subir les conséquences, les dirigeants se sont mis dans une tendance un peu soumise à la politique française. Donc pour nous, aujourd'hui, le peuple est mobilisé, le peuple est debout. C'est pourquoi Macron a pris la parole comme tel. Et Macron, quand il parlait, tout le monde sentait les paniques parce qu'il n'a encore rien vu. Ce n'est que le début du commencement d'après les Ivoiriens. Pour nous, le peuple est aujourd'hui en position de lutte. Et quand un peuple se met en position de lutte, pour moi, il faut reculer, il ne faut pas forcer. Et c'est ce qu'on a à dire à Macron, quoi. D'accord, merci. Madame Sako, qu'attendez-vous du peuple justement en cette période assez critique de notre histoire? Merci, monsieur Dissa. Et je voudrais déjà savoir si mon petit frère Ben, le cerveau, a un baromètre pour mesurer le degré de patriotisme, parce qu'il parle du peuple. Moi, je ne partage pas sa vision. Je ne suis pas le peuple malien. Je ne suis pas le peuple malien, je ne partage pas sa vision. Vous savez, moi, j'ai des milliers de gens derrière moi. J'aurais pu amener des gens ici, mais je suis une personne responsable aussi. Donc, on peut chipper, ça ne me touche pas. Et ceci dit, je vois que nous, ça est toujours resté dans les élections. Il faudra bien un moment qu'on avance. Et qu'on avance et que nous mettions encore une fois le Mali au-dessus de tout. Mais je suis très heureuse de savoir qu'il, lui, il comprend qu'aujourd'hui, le retrait des forces françaises de façon brutale n'est pas possible. Ça, nous le savons tous. C'est pour ça qu'au début quand il y a un mois, j'ai dit qu'il faudra un mois ou un autre que les dirigeants expliquent, les hommes politiques et les leaders d'opinion expliquent au peuple ce qui se passe réellement. Parce que quand Ben me dit que Pau du Burkina, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que, encore une fois, les militaires qui ont été tués, leur régiment se trouve à Pau. Donc il faudra que les choses soient claires et que les choses soient faites de façon consensuelle et que le peuple comprenne que si c'est à marcher sur ma langue, Barkhane s'en va aujourd'hui, la MINUSMA s'en va, qui va combler le vide? Vous savez bien que nous avons besoin de leur logistique, de leur expertise, souvent de leurs moyens aériens. Et est-ce à dire que
nous allons encore accepter de livrer nos soldats à eux-mêmes, qui soient tués. C'est vrai qu'ils sont tués tous les jours et ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, c'est insupportable. Et pensez-vous que ce retrait brutal soit une solution? Quand il parle de peuple là, nous sommes tous le peuple. Lui seul, il n'est pas le peuple, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Et encore une fois, je pense que ce qui fait l'unanimité entre nous quatre ici, c'est la question de Kidal qui est insupportable. Il faudra que le seul drapeau qui flotte à Kidal soit le vert, jaune, rouge, c'est-à-dire celui du Mali. Il faudra que le MNLA, qu'on donne carte blanche aux forces de défense et de sécurité maliennes d'entrer à Kidal. Ça, c'est une impérieuse nécessité. Et elle doit être non négociable. Et comme les Français aiment à le dire, il faut la tolérance zéro sur la question. Donc, je pense que c'est ce qui nous unit tous. Et si cette question de Kidal est réglée, parce qu'on parle de ressources pillées, mais moi, je veux rester dans les faits. Je n'ai jamais vu de document attestant cela. Je le vois, je le lis partout. Mais il faudra, si jamais nos autorités sont à Kidal, c'est vrai que le gouverneur y est, mais nous savons tous comment il vit en reclusion. Ça, c'est une honte pour nous tous. Mais il faudra que l'administration y soit déployée. Il faudra que ceux qui sont partis reviennent chez eux. Nonsar l'a souligné, tous les Touaregs ne sont pas mauvais. C'est quoi le problème? C'est le MNLA, il ne veut pas le dire. C'est ça, c'est la bande de bandits, de djihadistes et liés à des narcotrafiquants qui ont pris les armes contre leur pays, qui est aussi le nôtre. Donc, il faudra clarifier cela. D'accord, merci Madame Sako, Monsieur Sarr. Alors, nos dirigeants n'ont-ils pas besoin, pour une fois, de sentir le peuple avec eux? Ils le sentent déjà. Bon, je veux dire à ma grande sœur, je n'ai pas de problème avec les élections. J'ai paraphrasé un universitaire malien, professeur Fomba, qui aujourd'hui est en train de mener des réflexions par rapport à la légitimité factice. C'est-à-dire, c'est un mot, ça veut dire la légitimité transparente, la factice, qui est basée sur les élections. Et la légitimité réelle. Donc c'est une étude, c'est une réflexion. C'est ça, sinon c'est pour ça que je n'ai pas fait allusion aux élections. Je dis c'est la légitimité factice à qu'on base les élections. C'est-à-dire celui qui est élu. Je parle dans le Sahel, je parle du Burkina, un peu partout. Et la légitimité réelle, c'est la base, c'est le peuple. Et aujourd'hui, il y a un choc entre les deux. C'est ce que nous vivons. Les chefs d'État vont pleurer chez Macron, dire nous soutenons, nous voulons que vous restez, nous voulons que vous restez. Mais cela ne va pas pour autant changer l'attitude de leur peuple. Ce n'est pas possible. Ce qui va changer l'attitude de leur peuple, je suis sûr que si demain, Kidal est libéré, l'armée malienne est à Kidal, l'administration est à Kidal. Moi, Nonsar, je peux me rendre à Kidal demain, sans problème. Je suis sûr que le camarade Ben ne demandera pas le départ de la France. Ce sont des faits. C'est une réalité, c'est évident. Vous avez dit que vous venez nous aider à recouvrer notre intégrité territoriale. Et notre intégrité territoriale est toujours remise en cause. Mais votre présence, ça sert à quoi? Parce que si la politique française, en complicité avec les régimes corrompus et incompétents qui servent dans des pays comme le Mali, dans le Sahel, si cette politique française se poursuit, nous arriverons à un moment, je ne le souhaite pas, où les Maliens vont préférer la présence des djihadistes à la présence française. C'est ce que je crains. C'est pourquoi j'exige, je demande que l'on revoie le plus rapidement possible cette politique. On ne peut pas se mettre à soutenir des groupuscules, des bandits armés, des terroristes, des narco-djihadistes contre les États. On ne peut pas accepter cela. C'est ça la vérité. Et quand mon frère demande l'union sacrée, vous ne pouvez pas nous demander l'union sacrée pour combattre le terrorisme et dans le même temps recevoir les terroristes à Koulouba. C'est scandaleux. On a donné 100 millions à certains pour aller organiser leur congrès à Kidal. Nous l'avons vu dans la presse, il n'y a pas eu un démenti. Donc, vraiment, c'est important. L'union sacrée doit se faire autour du Mali. Et l'union sacrée doit se faire pour amener à la justice ceux qui ont pillé l'argent de l'armée. D'accord, merci. C'est extrêmement important. Donc, les peuples, les dirigeants sont en déphasage avec leur peuple. Et comme je l'ai dit, tous les dirigeants qui, de par le monde, sont en déphasage avec le peuple,
on finit par sortir par la petite porte. Merci. Laisse comparer aujourd'hui à Ouagadougou, à Abidjan, il prend son Fanta, son Coca là-bas. Merci, monsieur Il va venir à... Monsieur Cissé. Vous voyez, mon frère Sarr a parlé de... vous nous demandez. J'ai l'impression que moi, je ne suis pas ici en tant que voix autorisée de la majorité, ni de l'opposition. Je suis un citoyen malien, je donne mon opinion aussi. Je vais vous dire une chose. Ce soir, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'on n'a pas compris le problème qui gangrène notre pays. Kidal n'est pas notre problème. Kidal n'est pas le problème du Mali. Dites-moi. Pour se battre, là, il faut se rendre à quelque part, non? Est-ce que nos militaires maliens sont en train de se battre à Kidal? Est-ce que c'est Kidal le problème? Non, Kidal n'est pas le problème. Kidal, c'est MNLA, vous êtes d'accord avec moi. Kidal, c'est SEMA, vous êtes d'accord avec moi. Et nous discutons avec tous ces gens-là tous les jours. Et il y a un accord qui est entre l'État et SEMA, ou je ne sais pas, État ou MNLA. Donc, ce n'est pas un problème. C'est juste une question de discussion et hop, on peut rentrer à Kidal, on peut faire ce qu'on veut à Kidal. Mais aujourd'hui, on doit se préoccuper du centre du Mali. Où tout de suite où je vous parle, il y a mort d'homme. Moi, je pensais qu'on avait compris, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris. Sachons raison garder. Et je vais vous dire une chose. J'ai eu peur aussi quand Ben a parlé en disant nous ne soutenons pas nos chefs d'État. Je suis désolé. Nos chefs d'État sont des élus. Nos chefs d'État nous représentent, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, nos chefs d'État nous représentent. Et si nous ne faisons même pas confiance à nos chefs d'État, on se plaint, on se dit Macron nous convoque. Et nos chefs d'État vont dire quoi? Mais on n'est même pas sûr et on ne respecte même pas nos chefs d'État. Et c'est là qu'il y a un problème. Vous savez, nos chefs d'État sont les reflets des populations, des peuples. Et les peuples, leurs manifestations. Pendant que lui, il dit qu'il ne soutient pas, et il parle au nom du peuple, hein, on ne va pas soutenir le chef d'État malien et tous les autres chefs d'État sahéliens vont pour défendre leur peuple. C'est paradoxal quand même. Entendons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Mali. D'accord. Merci, monsieur Cissé, monsieur Ben. Alors, je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que à peu près 12-13 minutes. Nous allons devoir aller rapidement, 3 minutes chacun. Dernier tour des tables. Monsieur Ben, pour beaucoup de gens, alors cette rencontre à Pau, c'est quand même l'occasion des rêves pour tout clarifier et de jeter les bases désormais d'une nouvelle France-Afrique. Qu'en pensez-vous? Voilà, pour répondre par rapport à Pau, si je dis que c'est Pau de Burkina, je pouvais dire le camp de Kati, quoi, parce que je compte des centaines de morts là-bas à Kati, quoi. Donc pourquoi ces sommets ne se tiendraient pas à Kati? Je voulais faire ressortir seulement une notion de souveraineté dans ces sommets-là. Pour moi, la politique France-Afrique, il faut comprendre que elle est en train de tendre vers sa fin, parce que ce sont les peuples qui sont debout. D'après la définition de Sékou Touré par rapport au peuple, c'est la partie saine de la population. Donc pour moi, tout le monde peut se réclamer peuple, mais en toute sincérité, on peut prétendre se battre, aller défendre l'intérêt du peuple. Mais le résultat, il n'y a pas plus expressif que le bilan, quoi, pour moi. Et aujourd'hui, ce que les peuples veulent, c'est une histoire et on reste également dans les faits. En novembre 2011, le président Nicolas Sarkozy, le président français, a reçu 3 groupes de rebelles par rapport à la Syrie, CNS, Conseil national syrien, par rapport à la Libye, CNT, Conseil national de transition, et par rapport au Mali, MNA. Et c'est là que la lettre elle-même a été ajoutée dans les Champs-Élysées par le présidentiel français. C'est pourquoi quand Alain Foucault est venu interviewer Amadou Toumani Touré, le président ATT a dit qu'il ignore d'où est-ce que le L est sorti, la lettre L est sortie. Donc c'était par rapport à ça, parce que c'est un élément de communication qui est très pertinent par rapport à quand on parle de partition du pays, de la libération, le mot libération, comme pour transmettre qu'une partie du peuple est opprimée, quoi. Donc pour nous, connaissant tout cela, encore retourner vers la France comme une solution,
pour moi, c'est de mal comprendre le problème. Et ce qui est très grave, Macron pense que les présidents doivent vraiment calmer les peuples, quoi, étant donné que les peuples ne se sont pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, que les peuples sont manipulés, mais c'est les effets, les résultats, le malheur de la politique France-Afrique que les peuples sont en train de dénoncer, parce que nous le vivons chaque jour, et aujourd'hui il faut que cela prenne fin. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc organiser 1000 rencontres avec les présidents ne changera rien à ce qui est en train de se manifester dans les rues un peu partout. Et les présidents aussi doivent comprendre cela et se mettre avec le peuple, pour le peuple, quoi. Merci. Merci, camarade Ben Le Cerveau. Madame Sako. Merci, Monsieur Dissa. Moi, j'aimerais que nos compatriotes comprennent que à un moment ou à un autre, il faudra éviter et arrêter de considérer nos chefs d'État comme des sous-préfets taillables et corveillables à souhait, et qu'à court, quand le maître donc colonial les appelle. Nous ne sommes pas dans les relations de suzerain à vassal. Je pense encore que nous sommes en démocratie, et la démocratie, c'est la loi du nombre. Il y a un président qui a été élu, ça veut dire que la majorité du peuple a voté pour lui. Ça, c'est un fait. Et quand nous demandons l'union sacrée autour des institutions, c'est pour donner de la force, c'est pour renforcer en fait nos présidents. Et encore une fois, je ne connais pas l'ordre du jour établi là-bas, mais il faudra qu'on comprenne que les chefs d'État, surtout celui du Mali, lors de sa prestation de serment, jure devant Dieu et le peuple de veiller sur l'intérêt supérieur de la nation. Et je crois que c'est dans notre constitution, et c'est l'article 37 qui le stipule. Donc quand il veille sur l'intérêt supérieur du peuple, il ne peut pas aller à l'encontre des désirs de ce peuple-là. Et vous savez, la politique est complexe, mais la géopolitique l'est encore plus. Et il a fait allusion aux déclarations d'Alain Juppé, qui nous a tous pétrifiés ici, quand il a parlé de victoire pour le MNLA. Et moi, j'aurais souhaité voir Ben, au lendemain de la déclaration de Sévillon, dans les rues. Et moi, je serais sorti avec mon peuple, derrière lui, pour dire, chasser ce gars, bouter ce gars hors de nos frontières. Parce qu'au-delà d'avoir dit bienvenue aux délégations du Mali, il a dit que le MNLA était un partenaire fiable et avec qui les Nations Unies allaient collaborer. Il a jeté beaucoup de fleurs sur les femmes et hommes du MNLA. Et à aucun moment, il n'a fait fi du gouverneur qui est l'autorité légale à Kidal. Donc quand on mène des combats comme ça, moi je peux le comprendre, ça c'est pour le Mali. Mais quand il y a d'autres motivations, nous savons tous nous battre aussi. Et vous savez, quand on va dans un combat avec le sentiment de défaite, les gens ne vous suivent pas. Et autant vous savez votre niveau de préparation, autant vous ignorez le niveau de préparation de l'ennemi. Donc quand il dit Macron le trouvera sur son chemin et les autorités maliennes le trouveront sur son chemin, on verra bien. Mais ce que je veux dire, il faut de la retenue. Nul, personne aujourd'hui n'a intérêt à ce que ce pays sombre davantage. Personne n'y a intérêt. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci. Merci, Madame Sako. Monsieur Sarr. Oui. Bon, je veux tout simplement dire à mon frère que quand on est communicant, on doit s'assumer. Mon frère a dit ici, devant tout le monde, qu'il était dans les rouillages de la diplomatie malienne parce qu'il a travaillé dans des cabinets ministériels. Et bon, dans les cabinets ministériels maliens, parce oui, que dans les cabinets politiques, hein, vous êtes quand même un des conseillers de Tchema Hubert, ce n'est caché à personne, on est au Mali. Donc vraiment, quand on est communicant, il faut assumer, c'est important. C'est important que vous défendez la majorité, c'est clair. Quand on parle de union sacrée autour des institutions, nous insistons, nous persistons, nous signons. Nous ne ferons aucune union sacrée autour d'institutions prédatrices. Notre seule union sacrée, c'est pour traduire en justice
ceux qui ont pillé les ressources de notre armée, qui l'ont affaibli, qui ont fait que nos hommes aujourd'hui sont incapables de tenir une base militaire. C'est ça notre union sacrée. Je veux dire également que le jeu trouble et troublant de la France ne doit en aucun cas nous faire oublier la gouvernance calamiteuse que nous vivons, la gouvernance chaotique que nous vivons. C'est clair. Et il ne faut pas jeter toute la responsabilité de tes propres échecs sur les autres. Ce que la France a fait, nous l'avons dit, nous allons le dénoncer. Mais ceux qui, pendant 6 ans, dirigent le pays, ils nous ont conduits à l'abîme. Aujourd'hui, nous avons honte, nos militaires n'ont pas d'eau à boire dans les camps. Nos hommes ne peuvent pas tenir des bases militaires. Pas plus tard que 2 semaines, des militaires ont été appréhendés à Sokoningo en train de vendre du carburant destiné à l'armée. Pendant qu'il y a des hommes politiques qui dirigent l'armée. Il y a le chef suprême des armées. Mais nous n'avons pas vu de sanctions. Le peuple malien n'a même pas été informé par rapport à ça. Donc nous disons ici, les officiers corrompus, les officiers salonnards de salon, qui sont en alliance avec des politiciens véreux, qui ont détourné la bonne partie de la loi de l'argent, de la loi de programmation militaire, soient traduits devant la justice. Et ce n'est qu'en ce moment que le peuple malien pourra réaliser son union sacrée pour reconstruire son armée, pour recouvrir l'intégrité de son territoire, pour bouter hors de nos territoires tous ces hordes djihadistes. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut recouvrer notre dignité. Parce qu'aujourd'hui, M. Dissa, c'est très facile. Pendant que des gens ont foutu le pays en l'air, vous voulez nous dire, venez, on va faire l'union sacrée, tout le monde doit... C'est très facile ça. D'accord. L'union sacrée, d'accord, situons les responsabilités d'abord. Merci, M. Sarr. M. Cissé. Ne vous inquiétez pas, M. Dissa, je ne veux pas agir dans une bassesse incalculée. Comme on dit, si bien dire fait rire, bien faire fait taire. Je ne répondrai pas aux provocations. Je dirais toujours qu'on doit toujours se battre. On doit toujours, autour de l'union sacrée, soutenir nos chefs d'État. Nous parlons de Pau, on nous parle d'autre chose. Moi, je ne comprends plus rien. Nous parlons de la rencontre de Pau, où on doit consolider déjà nos acquis et redéfinir le contexte actuel pour que Barkhane, Takuba, je ne sais pas, Alaka Mouroudian, je ne sais pas quel nom on va donner, et qu'on puisse se battre pour lutter définitivement contre le terrorisme. On n'est pas là pour s'insulter, je suis désolé. Hein, mon frère, je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Dernier mot, M. Cissé. Vous savez, M. Dissa, en ces moments précis, difficiles dans la vie de nos nations, la langue peut dévorer comme la langue peut savourer. Créons cette union sacrée. Prêchons la tolérance. Prêchons le vivre ensemble. On a tous des opinions, on a tous des ressentis, mais sachons que la gestion, je dis bien la gestion des nations, demande et impose une responsabilité. Demande et impose la responsabilité, toute la responsabilité. Je finirai par ce bel adage que j'aime bien pour dire que quand on veut donner un pain comme cadeau à sa belle-mère, on ne lui dit pas que c'est pour cacher ses fesses. Elle en saura s'en servir. Merci.
Merci, Monsieur Cissé. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission politique, le débat d'Africable Télévision, qui ce soir porté sur le thème « Que demander clairement à Pau » avec Madame Fatoumata Sako, dite Gina, présidente de la plateforme Défendons le Mali, Monsieur Adama Ben Diarra, surnommé Ben le Cerveau, activiste porte-parole du mouvement On a tout compris, Monsieur Nouhoum Sarr, président du parti FAD, Front africain pour le développement, et enfin Monsieur Alpha Cissé, média trainer, spécialiste en média training et coaching en image des hommes politiques. Mesdames, Messieurs, pour ma part, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro de politique, le débat. Vous qui êtes venus à l'instrument, vous pouvez vous applaudir, applaudissez vraiment pour... voilà, applaudissez les panels, voilà. Donc nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission politique, le débat. Au revoir, à la prochaine. Merci.